L'idée de cette conférence, d'abord, je remercie évidemment toutes les personnes présentes à cette conférence, c'est de présenter les résultats d'une conférence de consensus qui a eu lieu au milieu d'année 2020, le 21 juillet de l'année 2020, et qui a fait suite à 18 mois de travaux de l'Institut Santé, qui s'est soldé par la publication d'un livre sur la refonte du système, c'est-à-dire avoir une approche la plus systémique possible. Sans jugement sur ce qui a été fait dans le passé, ce qui est fait sur le présent, hein, puisque c'est vraiment le choc de l'environnement, de cette évolution absolument radicale de l'environnement qui fait qu'il faut repenser le système de santé plus qu'un défaut structurel historique de ce système. Bon. Donc on se projette véritablement dans l'avenir, donc avec un premier programme qui a été sorti, mais évidemment, même si c'est un travail collectif, l'Institut Santé est un réseau associatif visant à faire de la recherche de façon la plus apolitique, la plus transversale possible. Nous avons beaucoup de professions de représenter, évidemment des professions médicales, mais aussi des philosophes, des économistes, des sociologues. Donc on essaie d'avoir cette approche qu'une seule personne ne peut pas avoir par elle-même. Et là, on est à une phase qui n'est pas totalement aboutie, mais qui est quand même relativement bien avancée et qui nous a semblé suffisamment, en tout cas, avancée pour essayer d'avoir un petit peu un échange avec les pouvoirs publics, avec les politiques qui dirigent le pays aujourd'hui et qui le dirigeront peut-être demain, dans un esprit un peu de conférence de consensus. C'est-à-dire qu'on veut essayer de voir un petit peu quels sont les axes qui semblent être acceptables et puis ceux sur lesquels il faut retravailler, puisque on est convaincu que quel que soit le pouvoir politique en place, on va réinventer un modèle de santé pour les 50 prochaines années. On ne va pas travailler pour le prochain quinquennat sur une réforme systémique de santé, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc il faut essayer de trouver, comme en 1945, une plateforme qui soit consensuelle, qui réponde à l'ensemble des enjeux et qui redonne une place quelque part à l'ensemble des parties prenantes existantes, puisque ce qu'on cherche, ce n'est pas la révolution, hein, c'est de remettre un petit peu les choses en ordre. Souvent, inventer l'avenir, c'est repenser un petit peu le présent, le remettre en ordre, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter une synthèse de la conférence de consensus. Nous allons faire réagir ensuite 7 parlementaires ou représentants des parlementaires. Donc, dans l'approche, je vous ai dit, l'Institut Santé, notamment transversal à la politique, nous avons proposé à l'ensemble des partis politiques d'y participer. Je les remercie puisqu'une majorité va donner un avis là. Et puis, donc, il y a un embargo sur le contenu jusqu'à 10 heures. Donc, après, on diffusera largement ce contenu, cette conférence, mais aussi le contenu de la synthèse de cette conférence de consensus, et on va organiser des conférences de consensus régionales pour essayer d'aller au plus proche du terrain et essayer de voir ce qui doit être un petit peu ajusté, corrigé, amendé, peut-être des nouvelles idées. En tout cas, aller encore plus loin. Et puis, on va faire une conférence numérique citoyenne, c'est-à-dire qu'on va mettre en ligne les différentes parties et proposer donc aux internautes d'apporter leur vision. Ensuite viendra la troisième étape, c'est la consolidation de ça, la sortie d'un deuxième livre avec un programme définitif de refonte du système de santé sur lequel nous essaierons de faire un maximum de pédagogie. Alors, d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de l'Institut Santé pour ce qui a été fait dans la première étape, ces 18 premiers mois, toute la participation à ces conférences de consensus, puisque nous sommes une équipe. Hein, je remercie Marina Lovka et Arnaud Danse qui sont dans un peu la technique et qui m'aident à cette organisation. Et donc, nous allons à 4 présenter les résultats de cette conférence. Je vais laisser la parole au professeur. Donc, 3 autres personnes sont le professeur René Friedman, que nous ne présentons plus, une sommité mondiale dans son domaine. Le deuxième sera Christophe Prudhomme, qui n'est pas membre de l'Institut Santé, mais qui nous a fait le plaisir et l'honneur de participer à la conférence de consensus, qui a probablement un des avis les plus éclairés sur l'avenir de l'hôpital public, et donc qui présentera les résultats de cette conférence concernant l'hôpital. Et nous aurons le professeur Olivier Saint-Lary, qui probablement représente le mieux l'avenir de la médecine générale,
s'arrache beaucoup d'institutions et qui fait partie de l'Institut Santé, et depuis le début, qui nous fait le plaisir de nous accompagner, donc qui présentera les résultats sur la médecine de ville et sur l'avenir de la formation en général, qui est un élément assez essentiel. Et ensuite, moi, je clôturerai sur la gouvernance et le financement. Voilà, professeur Friedman, c'est à vous. Donc, sur la refonte de l'organisation des 3 secteurs, comment structurer et piloter la santé à partir des territoires? Bonjour à tous. Donc, effectivement, un des points clés de la réflexion, c'était, pour une fois, de poser clairement le principe de partir des besoins de la population et non pas de partir de l'offre médicale qui pouvait être faite. Dans ce sens-là, les 3 grands secteurs de la médecine, que ce soit le soin, le médico-social ou la médecine préventive santé publique, on va dire, devraient être réunis au niveau du territoire. Cette notion de territoire est très importante, me semble-t-il. Elle doit être définie par un bassin de population et avoir tous les organismes, toutes les personnes qui développent une activité de santé, que ce soit en privé, en public, à l'hôpital, dans quelque structure que ce soit, qu'il y ait une coordination afin de répondre aux besoins de la population. Finalement, si on a 500 000, si on a 1 million de personnes, on peut très bien connaître à peu près les besoins en termes d'urgence, en termes de prise en charge d'accidents cardiaques, etc., pour les grandes lignes, on va dire. Donc, peut-être le changement, ce serait d'envisager au niveau de la région qu'il y ait le domaine de la santé, qui aujourd'hui n'est pas au niveau de la région, mais la région elle-même est très grande. Il y a plusieurs millefeuilles entre les ARS, entre les futures régions, les départements. Il faut donc trouver une structure qui corresponde à une efficacité et non pas un millefeuille, mais l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins d'une population définie, qui tient compte aussi des moyens de locomotion, qui tient compte des facilités, parce que souvent, les définitions ne tiennent pas compte des autoroutes ou des possibilités de déplacement, puisqu'automatiquement, il y aura un déplacement dans un territoire. On ne peut pas tout avoir à ses pieds. Par contre, on peut avoir des relais, on peut avoir en tous les cas une coordination en face de soi. Donc cette notion de territoire de santé qui a été évoquée dans le plan gouvernemental précédent, mais qui est totalement succinct, au sens où il est volontaire pour faire une coordination sur un objectif donné, ici serait imposé au sens chaque médecin, où qu'il soit, fait partie d'un territoire de santé. Il est peut-être installé dans le cabinet, il est peut-être installé à l'hôpital, il est peut-être d'ailleurs peut-être les deux. Il est membre du territoire de santé, ce qui veut dire qu'il a une responsabilité d'offrir le maximum de soins à une population. Il n'est pas dans son quant à soi et uniquement dans son activité personnelle. Alors, bien sûr, dans la pratique, quand on fait la liste de tous les participants, c'est-à-dire aussi bien des médecins que des professions paramédicales, car encore une fois aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, d'habitude, un traitement peut avoir besoin d'une institution comme l'hôpital ou un centre de santé ou une clinique privée, mais souvent est précédé et souvent et se succède avec une prise en charge beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ambulatoire. Et donc, c'est ce lien qu'il faut faire. Alors, ça voudrait dire que d'abord, cette notion qu'on a vue ces derniers jours, sur les GHT, par exemple, me semble complètement dépassée. Créer un bloc hospitalier, réunir des hôpitaux qui n'ont comme seule fonction que de pouvoir, soi-disant, il faudrait que ce soit démontré, améliorer la gestion hospitalière, crée une espèce d'entité à l'intérieur du territoire pour les patients, ça n'a pas de sens. Pour les patients, ils sont encore une fois à l'extérieur de l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur d'une clinique, à l'extérieur d'une clinique, et pris en charge par des kinés, pris en charge par des sages-femmes, selon. Donc, à mon avis, c'est ce point important qui doit avoir une gouvernance, qui doit réunir
et pour les 3 missions de notre action de santé, qui doit réunir donc les principaux représentants, y compris d'ailleurs des représentants de la population, en termes d'échanges et d'analyse de parcours de soins successifs pour des thématiques les plus connues, on va dire, hein, en fonction du pourcentage d'une population qui est atteinte de problèmes de diabète, de problèmes cardiaques, de problèmes d'urgence. On peut définir des parcours de soins qui tiennent compte du territoire. Est-ce à dire que on est obligatoirement dans le territoire? Non, on ne peut pas l'imposer, mais on peut le faciliter, y compris par des problèmes dont Frédéric parlera, c'est-à-dire des problèmes financiers. On peut faciliter le recours dans un territoire, même si ce n'est pas absolu, mais il faut un peu d'organisation dans ce domaine. C'est aussi une façon de s'adresser aux déserts médicaux, aux fameux déserts médicaux, que de responsabiliser les médecins et le personnel sur une action de territoire et non pas venez à moi dans le bâtiment où je suis ou dans le cabinet où je suis, mais je suis là et je peux sortir, aller là où il y a besoin de moi à un moment donné, une alternance, une autorisation d'expérimentation dans ce domaine sur un territoire volontaire au départ, mais peut-être aussi sérieusement incité. Voilà un peu les principes un peu généraux, je dirais, de cette vision. Mais après, on peut voir que tout se décline en fonction de ce principe. C'est-à-dire que tous les problèmes, que ce soit le médico-social, que ce soit le problème du dossier partagé, que ce soit la coordination à l'intérieur même du fonctionnement hospitalier, tout dépend de cette structure générale qui proposerait donc de tenir compte des besoins et non pas de laisser une offre démesurée. Voilà un peu le principe général qui a été notre réflexion. Merci beaucoup, professeur Friedman, sur cet aspect absolument stratégique dans le nouveau modèle de santé qui est l'approche territoriale. Quelques mots sur le contrat thérapeutique qui est proposé. Ça vient essayer de résoudre un problème qui est lié à la gestion des parcours de soins. Ça vient d'être évoqué, puisqu'on passe de risques courts à des risques longs. Nous sommes sur des pathologies chroniques qui ne demandent pas simplement un accès aux soins, mais qui demandent un accompagnement beaucoup plus global, à tenir compte de l'environnement socio-économique de la personne. On sait qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales de santé dans ces parcours de soins parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, pas simplement financières, mais de vie tout simplement. Donc, il y a une asymétrie d'information forte entre le médecin et le patient pour des pathologies qui sont souvent graves et difficiles à comprendre. Donc, ce contrat thérapeutique vise à optimiser l'alliance thérapeutique. Il serait mis en place donc, entre une équipe de coordination dans lequel il y aurait une équipe de coordination, c'est-à-dire probablement le médecin, l'infirmière et probablement le pharmacien, le patient et l'assurance santé. Quand on parle d'assurance santé, pensez assurance maladie, hein, mais comme cette assurance maladie doit devenir une assurance santé au sens large, pas simplement protéger de la maladie, mais aussi assurer la prévention, d'où le nom assurance santé, mais c'est bien l'assurance maladie que vous connaissez quand on parle d'assurance santé. Donc pour renforcer l'efficacité et l'efficience de la prise en charge des pathologies chroniques et créer les conditions d'une alliance thérapeutique optimale. Donc, ce contrat vise à mettre à disposition de chaque patient les ressources humaines, technologiques, financières et de services les mieux adaptés à leurs besoins et capacités dans le temps pour optimiser leur prise en charge médicale et sociale tout en maîtrisant les dépenses de santé. Évidemment, la maîtrise des dépenses de santé est un élément essentiel, mais il faut quand même savoir que lorsque vous maîtrisez les dépenses d'affection de longue durée, le mieux, c'est d'avoir le moins de patients chroniques, mais lorsque vous maîtrisez les dépenses des patients chroniques, vous maîtrisez 2/3 des dépenses publiques et 80% de la hausse de ces dépenses. Donc, ce parcours, il est inspiré de ce qui a été fait en oncologie, puisque les 3 plans cancer ont permis de structurer un parcours dans l'oncologie et de façon plutôt remarquable, même s'il faut faire évoluer. Mais donc, il serait bien de le généraliser et de le contracter, de le mettre sous forme d'un contrat. Donc, ça vise donc à réduire l'asymétrie d'information, à renforcer les capacités et ressources des patients dans la lutte contre sa maladie. Donc, il contient quoi? Ça contient un protocole personnalisé du soin, donc là, inspiré
respect du parcours d'oncologie, les droits et devoirs des patients, les informations essentielles sur la pathologie et les objectifs à atteindre au cours de la prise en charge. Le patient demeure libre du choix de son référent médical, toujours cette liberté de choix qui est une valeur cardinale qui est conservée, y compris dans cette mise en place d'un contrat pour la coordination, mais la contractualisation impliquant la mise en place de l'équipe de coordination est obligatoire pour obtenir le remboursement à 100%. Vous savez que quand on a un diagnostic de pathologie d'infection de longue durée, on rentre dans un secteur de remboursement à 100%, avec le médecin le demande à l'assurance maladie. Bien là, ça sera ce moment-là de l'entrée et de la réalisation de ce contrat. Des responsables de parcours de santé seront désignés pour aider les patients sans médecin traitant ou rebelles au respect du parcours. Il faut un accompagnement humain, et là, on est pleinement... On va écouter Patrick Négaret dire ce qu'il en pense, mais on est pleinement dans le rôle d'une caisse primaire d'assurance maladie. Ce n'est pas simplement de financer, mais d'apporter un accompagnement, des conseils pour les patients souffrant d'affections de longue durée. Évidemment, le numérique est absolument essentiel pour ça, et des assistants du numérique digitaux seront importants. Alors, je reviendrai sur le financement. On propose un financement aussi davantage personnalisé, avec un budget personnalisé des soins LD, visant vraiment à essayer d'adapter à la fois l'offre de services et de produits, mais aussi donc le financement qui va avec, parce que tout le monde n'a pas besoin forcément des mêmes services, même si on a bien conscience qu'il y a un traitement qui s'applique de façon assez uniforme à beaucoup, mais il y a beaucoup de services autour du traitement qui peuvent être apportés pour optimiser la prise en charge du parcours. Évidemment, une évaluation du parcours est réalisée chaque année à partir des données médicales, sociales et financières, tout en prenant en compte des données de satisfaction des patients et des professionnels de santé recueillis régulièrement par le data manager. Voilà donc ce point sur les contrats thérapeutiques. Je laisse donc le docteur Prudhomme. Je ne l'ai pas dit, mais tout le monde le connaît, il est porte-parole des médecins de l'association des médecins urgentistes. À vous, docteur Prudhomme. Merci Frédéric. Je vais poursuivre sur les éléments que donnait René Friedman, à savoir le territoire avec une offre de santé coordonnée. C'est-à-dire qu'on le voit bien, cette notion de territoire, dans la période actuelle, a mis en évidence les très fortes inégalités. Il n'est pas anodin que les zones les plus touchées par l'épidémie soient la région de Saint-Étienne, mon département, la Seine-Saint-Denis, ou le Nord et Roubaix-Tourcoing en particulier. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a la nécessité d'analyser les besoins territoire par territoire, et d'un territoire à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, l'application d'une politique venue d'en haut en termes d'offres de santé ne paraît pas adaptée. On l'a vu, toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années n'ont pas du tout réglé ce problème d'inégalité territoriale, voire les ont même renforcés. Donc la question du territoire, c'est bien sûr l'hôpital, mais ce n'est pas que l'hôpital. On ne peut pas traiter, on voit bien, d'un côté l'hôpital, de l'autre côté l'offre de soins de ville, et puis dans un troisième tuyau, le médico-social, et en particulier les EHPAD. Dans le territoire, cette offre de soins doit être intégrée. Bien sûr, l'hôpital a un rôle pivot, mais un hôpital de territoire, effectivement, comme le disait René Friedman, ces GHT avec des territoires qui n'ont aucune réalité pour la population. Hein. Si on prend la région Auvergne, c'est la région elle-même qui est un territoire de santé. Enfin bon, bref, c'est complètement inadapté. Donc, il y a cette nécessité de réfléchir à une offre de soins coordonnée et non pas en tuyau d'orgue entre d'un côté la ville, de côté l'hôpital et dans un troisième tuyau, le médico-social. Donc, ça veut dire une autre approche au niveau des professionnels de santé et de leur modalité d'exercice, l'exercice partagé, ville-hôpital, ville médico-sociale, hôpital médico-social, c'est l'avenir. C'est l'avenir, d'une part, pour pouvoir mieux gérer donc, les problèmes de démographie qui aujourd'hui sont ceux qui génèrent une évolution de l'offre de soins. On voit bien, on ferme des structures parce que, soi-disant, il n'y a pas les professionnels de santé pour la maintenir alors que les besoins sont là. Donc, ça veut dire qu'on est aussi, au niveau du territoire, un peu plus de démocratie qu'aujourd'hui. Il n'est pas possible de rester avec une gouvernance hospitalière qui est donc
très centré sur les directeurs de l'hôpital, assisté par le président de la commission médicale d'établissement, mais en fait a peu de pouvoir. On voit bien quand il y a des conflits, c'est toujours le directeur qui tranche. Et donc, il y a nécessité de revenir à une démocratie locale qui intègre la population et avec ses représentants légitimes que sont les élus. Donc, nous n'avons pas tranché, mais il est clair que la question du retour à un conseil d'administration de plein droit, y compris qui ait un droit de veto sur les deux éléments majeurs d'organisation sanitaire que sont le projet de santé territoriale, le projet d'établissement et les budgets, permettrait effectivement d'avancer sur cette question de démocratie locale. En ce qui concerne l'organisation elle-même de l'hôpital, il est clair qu'on a besoin d'une plus grande mobilité, une ressource rare que sont les médecins. Je l'ai déjà évoqué, mais ce que recherchent aujourd'hui les jeunes, ce sont des activités diversifiées. Des activités diversifiées qui peuvent mixer effectivement la ville et l'hôpital avec d'autres modes de rémunération que les modes de rémunération que l'on a actuellement. Parce que, et ça ne concerne pas que les médecins, on a un problème aujourd'hui d'attractivité majeur et une désaffection qui est liée à la pénibilité du travail, en particulier dans les secteurs qui sont les secteurs de la permanence des soins, c'est-à-dire ceux dans lesquels la charge de travail se répartit de manière assez homogène, voire même avec une inversion, c'est-à-dire qu'il y a souvent plus de travail la nuit ou le week-end. Quand on est dans des secteurs comme la permanence des soins, on voit la problématique que pose le travail dans les réanimations aujourd'hui. Ensuite, sur le mode de financement, il est clair que, on le voit bien, les limites de la rémunération à l'acte sont évidentes depuis des années, sont source de surcoûts majeurs, on l'a vu, en particulier de multiplication d'examens donc techniques sans aucune coordination. Donc, il y a nécessité qu'on réfléchisse à des budgets qui soient des budgets prenant en compte la diversité des territoires et des besoins de santé de la population. Les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des territoires et donc il y a cette nécessité de prendre en compte une diversité de modes de rémunération. Il y a un certain nombre d'activités où effectivement ce qu'on appelle les actes programmés peuvent répondre à un mode de financement de type rémunération à l'acte, mais on voit bien que ça reste aujourd'hui très marginal, puisque l'essentiel des patients aujourd'hui à prendre en charge sont des patients complexes de plus de 50 ans atteints de polypathologie. Et donc, on ne peut pas additionner les actes pour prendre en charge ces patients, puisque le besoin de coordination de la prise en charge de ces patients est aujourd'hui un problème majeur qui n'a pas trouvé aujourd'hui de solution adaptée. Et donc, l'autre élément qui est important, et on l'a vu là dans le cadre de la crise liée au coronavirus, il faut laisser la liberté au terrain de s'organiser, d'expérimenter des modes d'organisation, et s'ils sont pertinents, de les valider et qu'ils puissent servir d'exemple pour être généralisés. L'injonction qui arrive d'en haut est contre-productive. On le voit aujourd'hui, moi c'est ce que je vis au quotidien, en particulier pour le déploiement là, des tests antigéniques rapides. Écoutez, entre les différentes agences qui donnent des avis et ensuite les ARS qui mettent 3 semaines à pondre une procédure de 20 pages qui peut être contradictoire avec l'avis des agences, il faut qu'on en sorte. Il faut que l'organisation vienne du terrain, soit ensuite contrôlée, validée, bien sûr, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi par les structures de contrôle, mais ce qu'on appelle l'expérimentation institutionnelle est quelque chose qu'il faut aujourd'hui absolument mettre en œuvre avec un processus d'évaluation qui permette effectivement, quand l'évaluation est positive, qu'on puisse généraliser ces expérimentations et qu'elles ne deviennent plus des expérimentations, mais la réalité sur le terrain. Ensuite, en ce qui concerne
le financement global de l'ensemble du système de santé, c'est la même chose. Il faut bien qu'on puisse réfléchir à des modes de financement qui soient plus globalisés sur le territoire en fonction des réalités démographiques, géographiques, avec des échanges. On appelle ça des conférences de consensus régulières sur les tarifs qui permettent qu'il y ait un accord entre eh bien, ceux qui fournissent les prestations de santé et puis le financeur, et qu'il puisse y avoir des évaluations régulières et qu'on puisse se revoir et adapter en fonction des besoins. Donc on le voit, je devais parler, pour ne pas être trop long, je vais conclure, je vais parler de l'hôpital, mais bien sûr l'hôpital est central dans l'offre de soins, mais aujourd'hui, ce que l'on a mis en évidence dans nos discussions, c'est qu'il fallait réfléchir effectivement à une offre de santé, et non pas une offre de soins, mais une offre santé territoriale, coordonnée entre les différents acteurs sur le territoire, prenant en compte eh bien, les spécificités, les réalités territoriales qui doivent déboucher, y compris sur des spécificités et des différences de financement en fonction de ces réalités. Merci. Merci infiniment, Dr Prudhomme, pour cet éclairage absolument parfait. Professeur Olivier Saint-Lary, sur la ville et sur la formation. Merci beaucoup. Donc, merci pour les présentations précédentes. Et donc, effectivement, moi, je vais essayer de vous toucher un mot de ce que la conférence de consensus a conclu sur comment renforcer les soins de ville pour réussir le virage ambulatoire qui a été maintes fois annoncé, mais jamais véritablement engagé jusque-là. Et tout ça dans un esprit qui est parfaitement concordant avec ce qui vous a été dit dans les présentations précédentes. Donc l'idée qu'on défend et qu'on propose, c'est que les équipes de soins primaires et les médecins spécialistes de ville soient vraiment responsabilisés sur des missions qui soient clairement définies en contrepartie d'un financement à sa juste valeur et d'une autonomie professionnelle respectée. Et donc ces missions, quelles sont-elles ? On en a listé un certain nombre, notamment l'accès aux soins pour tous, la permanence des soins, la coordination des parcours, le maintien au domicile, la prévention, la formation, la recherche. Parmi ces missions, je voudrais vous en détailler quelques-unes qui nous semblent vraiment cruciales, notamment la permanence des soins. Si nous souhaitons garantir la pertinence des urgences hospitalières, on voit bien qu'on peut tourner le problème dans tous les sens, on va avoir du mal à avancer de manière vraiment efficace si on ne développe pas un système de permanence de soins ambulatoire digne de ce nom et qui remplisse vraiment cette mission-là. Donc, ce que nous proposons, c'est de nous appuyer sur des expérimentations territoriales qui cherchent à bien évaluer le dimensionnement optimal et travailler notamment sur deux modèles. Un modèle qui pourrait être développé à proximité des établissements hospitaliers, qui permettrait de décharger les urgences hospitalières, et un autre modèle qui se mettrait en place au cœur des territoires les plus isolés. Les maisons médicales de garde que nous souhaitons vraiment généraliser et développer posséderaient les équipements nécessaires pour gérer les urgences non vitales, notamment la biologie et l'imagerie médicale. Les médecins qui y participeraient seraient rémunérés sur la base d'un forfait de permanence des soins qui serait équivalent exactement à celui versé à l'hôpital dans ce cadre-là. Et pour éviter toute distorsion avec la situation à l'hôpital, les patients ne paieraient pas de prestations ambulatoires pour ces soins non programmés. En tout cas, ils n'auraient pas d'avance de frais à réaliser. L'idée, c'est que ces maisons médicales de garde, au même titre que pour les établissements hospitaliers, puissent bénéficier d'une régulation en amont afin d'éviter toute surcharge inadaptée et que cette régulation puisse bénéficier de toutes les avancées que la télémédecine permet de faire aujourd'hui. Et enfin, pour informer la population de l'existence de ces maisons médicales de garde et optimiser leur utilisation, un certain nombre de campagnes de communication et d'éducation sanitaire à destination des citoyens seraient réalisées, notamment par l'intermédiaire des caisses primaires d'assurance maladie. Le deuxième point clé sur lequel nous souhaitons insister, c'est la nécessité d'accélérer l'universitarisation de la médecine ambulatoire et des autres professionnels de santé qui sont un gage de revalorisation et d'attractivité sur toutes ces professions dont nous avons cruellement besoin actuellement. Pour cela, nous souhaitons revaloriser le statut de maître de stage, à la fois financièrement, mais aussi surtout institutionnellement,
Aujourd'hui, par exemple, ils n'ont aucun droit de vote dans les universités et peut-être que si nous souhaitons les impliquer dans la vie universitaire, il serait important de leur offrir ce droit. Et dans le cadre du développement de l'universitarisation des professions de santé, au-delà des CHU, il nous semble que voilà, les enjeux d'enseignement et de recherche sont extrêmement importants, là aussi pour développer l'attractivité intellectuelle du métier. Et pour cela, nous proposons le développement d'un programme ambulatoire de recherche clinique, au même titre qu'il existe un programme hospitalier de recherche clinique. Et nous souhaitons également que se développe un recueil de données en continu de données de santé sur fonds publics afin de garantir la qualité des données et de la recherche qui pourrait se faire en ambulatoire au-delà de ce que pourrait présenter un certain nombre d'officines privées aujourd'hui. Donc, la recherche est à développer au même titre que l'enseignement, je vous disais, et également les internes doivent être encore mieux encadrés qu'aujourd'hui. Pour ça, il faut augmenter évidemment le nombre d'encadrants. Et il nous semble que dans le cadre de la formation des internes, un point extrêmement important à développer serait leur formation à la permanence des soins ambulatoires. Aujourd'hui, les internes sont formés dans le cadre des urgences hospitalières dans leur cursus, mais la formation à la permanence des soins ambulatoires ne fait pas partie du cursus d'un interne de manière réglementaire aujourd'hui. Et il nous semble que si nous souhaitons que demain, les internes, qui sont les futurs professionnels de santé, soient mobilisés sur la permanence des soins ambulatoires, il existe un enjeu central à les former dès aujourd'hui à cette mission-là. Je vais maintenant passer au développement de la formation et avec l'esprit qui est de faire de la formation des professionnels de santé vraiment un secteur d'excellence en France et un droit inaliénable tout au long de l'exercice, et donc revenir à la fois sur la formation initiale puis la formation continue. Pour ce qui est de la formation initiale, nous souhaitons la rendre plus flexible, plus en phase avec l'évolution des métiers, et nous sommes vraiment convaincus, et c'était un consensus fort lors de la conférence de consensus, que la formation est un gage d'attractivité et du coup de recrutement des professionnels de santé, dont nous voyons bien aujourd'hui que le nombre fait cruellement défaut, particulièrement de cette crise Covid. Pour ce qui concerne les disciplines ambulatoires, et notamment la médecine générale, nous avons acté que le nombre de stages en ambulatoire était à augmenter si nous souhaitions demain voir les installations se développer. Donc, on sait qu'il y a un lien très fort entre le nombre de stages effectués dans les territoires en ambulatoire et la probabilité que les internes s'installent demain dans les territoires du coup qu'ils auront connus dans le cadre de leurs études. Nous souhaitons mettre en avant les formations interprofessionnelles et nous souhaitons les rendre obligatoires dans le cadre du DES afin que dans leur formation, les futurs professionnels soient habitués à travailler ensemble et on espère pouvoir dans ce cadre mieux collaborer à l'avenir. Nous souhaitons aussi développer une formation à la médecine environnementale. Et enfin, pour développer le nombre de stages en ambulatoire, nous souhaitons que dans le DES de médecine générale puisse bénéficier d'une 4e année, donc une phase de consolidation qui, pour l'instant, cette phase de consolidation existe dans toutes les autres disciplines, pas encore en médecine générale. Il nous semble que c'est un levier majeur pour permettre une meilleure formation et une plus grande installation dans les territoires demain. Ça ne veut pas forcément dire augmenter la durée des études médicales, parce que nous sommes tous convenus que dans les premiers cycles des études médicales, un certain nombre de cours étaient peut-être pas absolument nécessaires et nous pourrions réfléchir ensemble à raccourcir d'une année les premiers cycles, mais par contre développer la professionnalisation sur une 4e année d'internat qui aurait vraiment vocation à ancrer les futurs professionnels dans un projet de soins et dans un projet d'installation. Concernant la formation initiale sur les autres professions médicales, il nous semble extrêmement important d'enclencher, j'allais dire, en tout cas d'accélérer la dynamique universitaire d'un certain nombre de professions paramédicales, notamment les sciences infirmières. Et enfin, nous souhaiterions élargir le contrat d'engagement de service public à d'autres professions. Vous savez qu'aujourd'hui, il est réservé aux médecins et aux dentistes. Et il nous semble que ce contrat vertueux est à largement développer, afin là aussi de garantir une meilleure couverture sur l'ensemble du territoire. Concernant la formation continue, le point d'orgue est bien de rappeler qu'il s'agit d'un droit inaliénable pour tout professionnel de santé, qu'une simplification administrative est absolument attendue et pour cela, nous souhaitons mettre en place la possibilité d'une inscription à une formation de qualité au travers d'un guichet numérique unique. La formation, comme je disais, doit être de qualité. Il conviendra à l'avenir mieux évaluer le contenu, car il existe, il ne faut pas se le cacher, quelques opérateurs qui offrent des programmes dont la qualité
peut être discuté. Et donc, il conviendra vraiment de mettre en place des procédures peut-être encore plus rigoureuses pour améliorer le contenu de toutes ces formations. Et le point central sur cette formation continue, qui est aussi la question de son financement. Et il nous semble qu'il serait légitime que l'industrie pharmaceutique puisse financer ces programmes de développement continu, mais pas directement auprès des professionnels, mais au travers d'un fonds dédié à cet objet qui garantisse l'indépendance professionnelle des soignants vis-à-vis de l'industrie et qui leur permettent également de pouvoir se former. Et enfin, l'accréditation des spécialités à risque serait généralisée au service public via un financement par l'assurance santé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Saint-Lary. 5 minutes pour vous présenter 3 thèmes. On va aller assez vite avant de laisser réagir et de laisser le débat parler. On ne va pas parler aujourd'hui de médico-social et de produits de santé, non pas que ce ne soit pas important, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps sur les 8 heures de la réunion de conférence de consensus de l'aborder avec suffisamment de détails. Donc, on ne se permet pas ici de présenter quelque chose qui peut-être faisait consensus, mais on n'a pas eu le temps d'aller assez loin, mais vous verrez quelques idées qui ont été mises sur le document. Alors, la refonte de la santé publique en France et la construction de l'Europe de la santé publique. Vous avez compris à travers un petit peu cette territorialisation et ce qui était dit, c'est-à-dire que plutôt que de partir du soin, on part des besoins de santé et donc de la santé publique, de la protection de la population au sens large. Et pour ça, on le voit avec la crise sanitaire, on pense qu'il faut faire de la santé publique une fonction régalienne de l'État. On voit bien que l'état de santé, c'est la première des libertés et des sécurités. Et lorsqu'on ne l'a plus, eh bien, on perd cette liberté, cette sécurité de la population. Et probablement une composante essentielle de l'avenir de l'Europe parce qu'il y a une partie de cette santé publique qui ignore les frontières et donc qui a plutôt intérêt à se faire à l'échelle européenne. Donc pour ça, on a un État qui est très présent dans les soins, mais finalement qui est assez peu stratège et assez faible dans cette définition d'une stratégie en santé publique. Donc on pense qu'il faut le renforcer en instaurant une loi de programmation sanitaire à 5 ans qui planifie les objectifs prioritaires et les allocations de ressources dédiées à la santé publique. Il faut sortir de cette logique annuelle de projet de loi de financement de sécurité sociale avec un parallèle que l'on peut faire un petit peu avec ce qui se passe avec la défense. Mettre fin à la dissémination des missions principales de santé publique à travers de multiples agences, comme c'est le cas aujourd'hui, par leur fusion, donc un exercice de simplification dans une agence nationale de santé publique qui sera le pilier de l'État sanitaire. Sa déclinaison en agences régionales, étroitement associée avec les conseils régionaux, c'était dit par le professeur Friedman. Alors, ce n'est pas confier complètement la santé aux régions, mais c'est clairement mettre en place une gouvernance qui implique les régions. Ce n'est pas une décision idéologique, c'est qu'on sait bien que cette approche sanitaire, c'est l'ensemble des déterminants de santé. Et donc, il y a beaucoup de politiques publiques, dont certaines sont gérées par les régions, qui doivent être impliquées dans la politique de santé publique, d'où on propose probablement qu'il y a un directeur de la santé au conseil régionaux qui garantira une efficacité opérationnelle et un contre-pouvoir démocratique. Vous avez la démocratie représentative par l'État, mais vous avez aussi, je dirais, la démocratie à travers les collectivités locales. Et dans une approche de santé globale, il est indispensable évidemment que les élus de terrain soient aussi impliqués. La souveraineté nationale en matière sanitaire et la garantie de sécurité à la population sont des objectifs stratégiques qui font de la santé une fonction régalienne. Donc, je dirais juste les premiers points, des points clés. Renforcer le poids politique du ministère de la Santé. On sait que, et quel que soit le ministre ou la ministre en place, c'est absolument pas lié à ce qui se passe actuellement, mais il y a le poids politique du ministre de la Santé est faible parce que la santé n'est pas vue comme une fonction à la hauteur de ce qu'elle devrait être mise. Donc, il faut en faire un ministre régalien de santé publique en créant le principe d'une loi de programmation sanitaire sur 5 ans, ce que j'ai dit, est piloté par un secrétariat d'État à la santé publique rattaché au ministère de la Santé publique et à Matignon. Alors, il y a un ministre de la Santé qui reste là, mais il doit avoir, on pense, un secrétaire d'État, ou quel que soit le titre, mais qui a une vocation interministérielle, parce que la santé publique, c'est de l'interministériel. Et donc, il faut probablement avoir ce rôle-là. Je vais passer à la refonte de la gouvernance des soins. Vous allez dans moins d'une heure avoir accès aux détails. On a été assez loin dans la réorganisation de cette santé publique. La refonte de la gouvernance des soins. Pour une gouvernance des soins unifiée, décentralisée dans les territoires et assise sur une démocratie sanitaire et sociale active. Autant on pense qu'il faut réarmer l'État sur le plan national, mais aussi en région, puisque vous avez compris que les ARS actuelles restent une agence, mais une agence qui est centrée sur la santé publique. Et il y a une délégation de la gouvernance des soins qui est faite aux financeurs publics, à l'assurance
maladie qui va donc piloter de façon unifiée l'ensemble des 3 secteurs du soin, avec véritablement une approche qui est une approche territoriale, c'est-à-dire une délégation de services publics, sous forme on propose un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, à une gouvernance territoriale qui a été évoquée tout à l'heure et qui pilote les territoires avec une évaluation et une relation contractuelle avec ce qu'on appelait avant les caisses régionales d'assurance maladie. Donc, un système qui est profondément démocratisé. On sort d'une approche qui est quand même très technocratique. Alors, comment est-ce qu'on le fait? En fait, les outils existent aujourd'hui. On a créé une conférence nationale de santé et d'autonomie qui est un outil assez remarquable qui regroupe l'ensemble des acteurs à travers 8 collèges. Eh bien, on propose que cette conférence nationale devienne le conseil en fait, de l'Union nationale des caisses d'assurance santé, les caisses d'assurance maladie, pour utiliser un non plus connus. Et de la même façon, en région, il existe des conférences régionales qui réunissent l'ensemble des acteurs et qui deviendraient le conseil des caisses régionales d'assurance maladie. Donc, avec un vrai contre-pouvoir des représentants du système, de la société civile, par rapport à un exécutif. En tout cas, c'est ce qui est recherché. Il y a peut-être d'autres façons de faire et sont les bienvenus, mais pour avoir une démocratie sanitaire et sociale active, parce qu'à la fois, il faut un État fort, visionnaire à moyen terme qui définisse une vraie stratégie avec des budgets, mais à la fois, il faut véritablement une décentralisation, une responsabilisation forte des acteurs. C'est ce qui a été recherché dans cette nouvelle gouvernance. Vous en verrez les détails. Dernier point sur la refonte de l'architecture de financement. Aujourd'hui, on a un système qui est quand même assez peu lisible, qui est très coûteux sur le plan administratif parce qu'on mélange avec ces 2 étages de financement, un financement privé et un financement public sur quasiment l'ensemble des soins qui sont financés, à l'exception des soins ALD. Et donc, on propose de sortir de cet entrelacement de financement et d'avoir un payeur unique par prestation de santé. Ce payeur unique, il représente aujourd'hui 78% des dépenses de santé, donc sera très majoritairement pour la plupart des prestations l'assurance maladie. Ce qui peut être pris en charge par un assureur privé le sera à travers un contrat d'assurance privée complémentaire, forcément avec donc un marché pour les assureurs privés qui se restreindra, qui ne disparaîtra pas, mais qui se restreindra. Et on pense que les mutuelles, qui représentent plus de la moitié du marché, doivent développer une activité dans l'économie sociale et solidaire où il y a tant de choses à réaliser, notamment sur l'accompagnement social dont on a beaucoup parlé, notamment sur la prévention, avec plus une activité dans ce domaine-là qu'une activité purement assurantielle dans le secteur. Voilà, vous verrez le détail de ça. Donc, je viens juste, si on reprend un petit peu des points clés en conclusion, partir des besoins des individus et de la population, être à l'échelle d'un territoire de santé, un patient affection de longue durée qui est pilote de son parcours de santé, de soins. D'ailleurs, un hôpital intégré dans son territoire et dans un parcours patient. Tout soin ambulatoire courant doit être traité en ville. La formation, un droit inaliénable et une condition d'attractivité, la santé publique, une fonction régalienne de l'État co-gérée avec l'Europe, une approche territoriale, démocratique et décentralisée de la gouvernance des soins, un financement solidaire des soins renforcé et à payeur unique. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre patience. Avant un petit peu d'avoir un débat, donc on va faire intervenir je ne sais pas s'ils sont tous là, mais il y avait 7 parlementaires d'invités. Je propose de le faire dans l'ordre alphabétique. Donc, il y avait M. Olivier Becht, donc, du groupe Agir, qui est président du groupe Agir, qui est représenté par le docteur Georges Fabrice Blum, qui va démarrer. Ensuite, nous aurons M. Franck Bouteau, qui est le responsable santé de Debout la France, Mme Caroline Fiat, qui est députée de la France Insoumise, M. Jean-Carl Grelier, qui est député apparenté LR, M. Cyril Isaac Sibille, qui est donc député MoDem, qui représente la majorité parlementaire aujourd'hui, M. Boris Vallaud, qui est député du Parti socialiste, et je ne sais pas si M. Jean-Marie Van Norenberg est là, parce qu'il y a cette réunion au Sénat. Voilà, Dr Blum, nous vous écoutons. Donc, il est important que cette notion de territoire me semble très importante, et la crise de la Covid nous a montré les différences
certes, entre les différents territoires français. Je pense que les notions de descente des informations tuyaux d'orgue vers les territoires était une chose mauvaise. Nous l'avons tous compris. Et je crois que cette notion de bassin de population et de territoire est très importante pour prendre la décision au niveau local. Donc ça, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut développer. Et je pense que c'est une des grandes solutions à nos maux d'organisation de la santé en France. Concernant les maisons médicales de garde dans le virage ambulatoire, ça a déjà été expérimenté en Suisse où ils ont collé aux hôpitaux des maisons médicales d'urgence et ça marche assez bien. Nous avons eu, moi je dirige un master de management de santé à l'Université d'Alsace, on a eu l'année dernière un conférencier qui nous a montré cette expérimentation en Suisse qui fonctionne bien et je pense qu'on peut on peut essayer de voir si on pourrait essayer de faire la même chose dans notre pays. Je pense que ça permettrait de désengorger les urgences qui sont, comme vous le savez tous, complètement submergées et on l'a vu dans la crise de la Covid. Voilà, ces deux notions qui m'ont semblé très importantes. L'autre notion, c'est la fonction régalienne de la santé en France. C'est vrai qu'il faudrait un ministère de la santé qui soit plus transversal, avec notamment des liens avec l'Europe. Là aussi, la crise de la Covid nous a appris beaucoup de choses. Moi qui suis dans une région frontalière avec la Suisse et l'Allemagne, on a dû transférer beaucoup de gens au départ de cette crise vers l'Allemagne et on s'est heurté à des énormes difficultés administratives ou politiques de transfert, alors que les contacts étaient pris entre médecins pour transférer dans des services voisins qui avaient les structures nécessaires en nombre de lits, en nombre de personnel pour accueillir des malades. Là, c'est vrai que c'est vraiment la démonstration de la nécessité d'une médecine à l'échelle européenne avec des liens forts et une fonction régalienne, non pas seulement au niveau de la France, mais au niveau de toute l'Europe. Donc voilà les quelques notions dont je voulais apporter mon concours, notamment avec l'expérience qu'on a eue dans la crise de la Covid. Merci, Monsieur Blum. Donc, on laisse les parlementaires. Si j'ai cité quelques parlementaires, c'est qu'on s'est assuré qu'il y ait bien la diversité des partis politiques qui soient représentés, mais tous les parlementaires, évidemment, ont la priorité pour intervenir ensuite. Voilà pourquoi j'ai cité. Donc, Monsieur Bouteau, pour Debout la France. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bizard, de m'avoir invité. Je pense que je vais aussi un petit peu à Philippe, que je remercie au passage. Donc, je me présente très, très vite. Je suis chirurgien maxillofacial, exerçant depuis environ 40 ans au CHU de Toulouse. J'ai été chef de service à la CME pendant 15 ans et je suis professeur de médecine. Alors, tout ce qui a été dit, très, très intéressant, je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis, comme tout le monde, je pense, très attaché à cette approche territoriale. Celle-ci a été d'ailleurs imaginée par le pouvoir en place, mais déclinée de façon, je dirais, absurde, sous la forme des GHT, tout le monde est d'accord, en faisant par exemple abstraction totale de tout le secteur privé, de tout le secteur libéral, alors qu'on sait que les cliniques représentent plus de 50% de l'activité chirurgicale, c'est quand même un peu absurde. Après, sur la gestion, si vous voulez, il y aura quand même, sur la gestion des patients, il y aura forcément un stade intermédiaire où il faudra quand même avoir un rattachement à une maison mère, on va dire, un centre de référence qui normalement, de recours, qui normalement est le CHU, et ça posera quelques problèmes selon les territoires. Il faudra peut-être revoir un petit peu même la carte de ces centres, sachant que c'est pas forcément des établissements universitaires qui peuvent être référents, ça peut être des établissements non universitaires. Je pense en particulier à la région parisienne où il y a des CHG qui sont aussi grands que des CHU. Mais avec la médecine connectée, chaque petit territoire, vous avez dit qu'il y en aurait 300 ou 400 ou 500, doit quand même avoir un rattachement à une maison mère médicale pour la gestion des urgences, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en dématérialisé, sans forcément transférer le patient. Je pense par exemple à une échographie ou bien sûr les examens radiologiques. Tout ceci fait qu'il y a un réseau à faire à plusieurs étages, me semble-t-il. Et que peut-être ce que vous n'avez pas mis dans votre projet de façon tout à fait assez précise. Après, je pense que M. Prudhomme, qu'il faut s'abstenir des directives permanentes. Alors, on reçoit des directives, moi j'ai reçu depuis la crise du Covid, des milliers de pages venant soit de l'ARS, soit de la DGS, soit de la direction de l'hôpital, soit rien que pour les lire, probablement, j'aurais pas pu soigner un seul patient si vous avez tout lu.
Il y a la nécessité d'un contrôle étatique, mais ce contrôle, pour moi, il doit être a posteriori, il doit pas être a priori. Il faut laisser les gens faire leur travail. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va pas, on peut corriger derrière, et on peut pas constamment imposer des décisions, y compris médicales, qui viennent de gens dont on peut considérer qu'ils n'ont pas forcément toujours la compétence pour donner ces ordres. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur Salary parce que je suis, comme lui, tout à fait conscient que la formation initiale peut encore être améliorée et effectivement qu'elle doit être déclinée. Et je pense que l'idée de valence universitaire variable est très intéressante, doit être développée avec l'université doit aller dans les territoires, ça fait pas longtemps. Et pour ça, il faut donner des responsabilités, des statuts à des gens qui, pour l'instant, n'en ont pas. Et au sein du CHU, il est absurde de continuer d'avoir un statut qui est à 50% hospitalier, 50% universitaire. Donc, par exemple, en chirurgie, 80 ou 90% de son temps se passe aux soins et seulement 10 ou 15% à la faculté. Or, actuellement, on est à 50-50 en termes de rémunération, en termes de statut. Tout ça n'est pas très logique. Par contre, alors sur la formation continue, je crois que là, on est dans le vide le plus total. Aujourd'hui, tout ce qui est OGDPC, DPC, etc. ne fonctionne pas. Tout ça parce que l'État a voulu tout diriger une fois de plus et il a complètement coupé les ailes de tous les organismes de formation continue, notamment dans les sociétés savantes, et avec des budgets qui sont attribués au compte-gouttes et de façon, je dirais, très compliquée. Et tout ceci est à revoir complètement. J'ai entendu que la formation continue était un droit. Je ne crois pas que c'est ça. Je crois que la formation continue, c'est un devoir. Et pour l'instant, on ne peut pas vraiment considérer que c'est le cas. Voilà. Donc, très rapidement, je vous félicite, moi, pour tout ce que vous avez fait là. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques points clés qui nous paraissent devoir être soulignés. C'est un, l'équilibre public-privé, parce qu'on ne peut pas monter un système de santé qui soit entièrement public, même si c'est la tentative, on voit bien, qui est faite par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Il faut absolument garder cette saine émulation, on va dire. C'est ça qui, pour moi, a fait la gloire, si on peut dire, du système de santé français. Ensuite, il faut toujours quand même essayer de respecter le libre choix du médecin par le patient. Ça me paraît quand même fondamental. Et là, attention aux actions qui sont menées actuellement par les complémentaires santé. Et voilà, je pense que ensuite vous n'avez pas abordé le problème du financement et plus généralement de la prévention aussi, parce que pour moi c'est lié. Il faut revoir le problème de la carte vitale. C'est absurde d'avoir cette carte vitale qui remonte à des années, qui n'est pas nominative et avec laquelle non seulement on a une fraude massive, mais en même temps on ne peut pas faire des études de santé publique, des études épidémiologiques correctes, alors qu'on pourrait le faire si la carte vitale était refaite. Voilà, j'ai Merci. Merci, monsieur. On essaie de rester sur une vision assez politique. On a bien conscience qu'il y a énormément de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais qui sont assez techniques. On essaie de rester avec une vision politique. Merci infiniment, en tout cas, monsieur Bouteau. Madame Caroline Fiat, de France Insoumise. Oui, merci beaucoup pour tout ce travail et ces analyses. En partant donc de votre travail, effectivement, je vais être assez d'accord avec pas mal de vos points sur le fait qu'il faut partir des besoins de la population. Ça paraît tout à fait cohérent. Je pense que vous m'avez totalement convaincu avec votre proposition où il faut transformer l'assurance maladie en assurance de santé. Mais les mots ont leur importance. Et effectivement, si on pouvait privilégier la santé plutôt que soigner la maladie, je pense qu'on progresserait. Concernant l'offre de soins intégrée, c'est très bien de faire une offre hôpital médico-social parce que je pense que diviser l'hôpital et le médico-social systématiquement, ça a été une erreur et on en voit le résultat aujourd'hui. Donc, trouver une solution pour réintégrer un travail commun entre l'hôpital et le médico-social est quelque chose qui va être compliqué, mais qui ne devrait pas être impossible de faire en sorte que les deux puissent travailler ensemble. Alors, quelques points sur lesquels j'ai pas des difficultés, mais c'est sur la grande mobilité des médecins et les activités diversifiées.
Alors, moi, je ne suis pas médecin, je suis aide-soignante. C'est pour ça que j'ai peut-être une vision différente. Je pense qu'il faut une grande mobilité des soignants et une activité diversifiée des soignants et pas que des médecins. Parce que la durée de vie d'une infirmière diplômée d'État, c'est 6 ans. Et là, j'ai remis de nouveau la tunique et je peux vous dire que quand une infirmière choisit d'être infirmière pour travailler dans un service de médecine et que vous l'avez mise en réa chir et qu'après, pendant 6 ans, vous lui demandez de travailler en chirurgie parce que vous ne lui avez pas demandé son avis, et ben, au bout de 6 ans, elle va partir parce que de toute manière, elle voulait travailler en médecine. Et pareil pour les aides-soignantes. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, pour la mobilité et les activités diversifiées, c'est pour tout le personnel soignant et pas uniquement des médecins, mais je sais que vous étiez limité en temps. Pour le financement à l'acte, effectivement, il faut vraiment que ça se termine et on le voit tous que pour gagner un peu d'argent, on fait faire des examens supplémentaires et en plus, généralement, c'est les soignants derrière qui se retrouvent à préparer les patients pour faire des actes qu'on trouve inutiles. Pour laisser la liberté, c'est Dr Prudhomme qui a fait la remarque, et ça, c'est quand même très important. Effectivement, au mois de mars, on s'est rendu compte que ce qui a fonctionné, c'est le fait que c'est le terrain qui s'est organisé. Et on s'est rendu compte que c'est le terrain, c'est les soignants, c'est l'équipe pluridisciplinaire, et ça, j'aime bien le dire, c'est pas que les médecins qui savent. C'est l'équipe pluridisciplinaire qui, autour d'un sujet, discute et savent très vite s'organiser quand il y a urgence. Et il faut faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui savent s'organiser et qui savent faire remonter les informations. Et non, il n'y a pas eu d'abus. Quand les vannes ont été ouvertes, il n'y a pas eu de commande d'IRM, d'appareil, je parle. Il fallait du matériel, on en a commandé, il n'y a pas eu d'abus, ça fonctionne. Et quand ça monte plutôt que ça ne descend, ça fonctionne très bien. Donc, il faut réussir à mettre ça en place et il n'y a pas besoin d'inventer un fonctionnement parce qu'on a vu qu'en cas d'urgence, ça a fonctionné très bien. Et alors, 2 points très importants, prévention, l'éducation sanitaire sur les territoires par les CPAM, je valide. Formation des personnels. Alors, vous parliez de qualité, je suis tout à fait d'accord, mais il va falloir trouver le temps aussi au personnel de se former, parce que là, ce qui pêche généralement, c'est pas de trouver l'organisme de formation, c'est pas de trouver les financements, quoique, mais c'est de trouver le temps au personnel. J'ai vu qu'ils n'ont pas de collègues, généralement, on n'envoie pas en formation parce qu'il n'y a pas de collègues pour remplacer le temps de la formation. L'idée que ce soit les industries pharmaceutiques qui financent, je suis totalement d'accord, surtout via les caisses de sécurité sociale pour maintenir une indépendance. Et concernant, j'ai appelé ça un PLFSS à 5 ans, je valide aussi. Désolée d'avoir été un peu longue. Non, je vous en prie, merci infiniment pour cette double vision à la fois de terrain et politique. Jean-Carl Grelier. Oui, bonjour à tous et à chacun. Je voudrais saluer mes collègues parlementaires, saluer également tous les contributeurs. Moi, en premier lieu, je voudrais vous dire que je suis admiratif du travail qui a été réalisé par l'Institut Santé, par son président, par tous ceux qui ont contribué à alimenter ce débat. Parce qu'il y a très longtemps que dans ce pays, on s'interdit de réfléchir sur la santé et on s'interdit d'avoir des idées un peu nouvelles et un peu innovantes. On se contente depuis des lustres de reproduire les schémas existants et ça donne satisfaction finalement à personne, si ce n'est à ceux qui sont à l'origine de ce type de démarche. Donc, vous avez le mérite d'avoir lancé ces innovations et je voudrais le saluer parce que c'est une fois encore pas si fréquent. Depuis que je suis parlementaire et que moi qui ne suis pas professionnel de santé, j'ai l'audace de m'intéresser à cette question. J'ai constaté à de nombreuses reprises que dans tous les colloques auxquels on peut assister, finalement, les discours sont souvent identiques et redondants. Vous avez vous apportez et vous portez une voix qui est un peu différente et qui est surtout empreinte d'une vraie recherche et d'un vrai dialogue. Tout ça me paraît extrêmement intéressant. La deuxième chose qui me paraît intéressante dans ce que vous nous avez présenté, c'est que vous faites appel à l'intelligence collective. Et finalement,
On n'a pas, dans cette crise de la Covid-19, suffisamment fait appel à cette intelligence collective. On a cru, comme chaque fois, que les injonctions venues d'en haut et depuis le ministère de la Santé pouvaient suffire à prendre en charge les choses. On s'est rendu compte qu'il y avait dans nos établissements d'hospitalisation, sur le terrain, une force d'ingéniosité, de créativité, de capacité à s'adapter à des situations, y compris des situations de crise, et qui méritaient d'être mises en avant et qui sont génératrices d'idées qui sont extrêmement intéressantes pour la suite. Je voudrais moi aussi revenir sur votre dimension politique. Je le dis, je l'ai écrit dans de nombreux rapports parlementaires et y compris dans un essai publié en début d'année. Je crois que tant qu'on n'aura pas effectivement compris que la santé est sans doute le premier des sujets politiques, parce que c'est celui qui est le plus transversal et qui concerne tous nos concitoyens de la néonatalité jusqu'à la fin de vie, on n'aura rien compris à ce qu'est le monde de la santé. Tant qu'on aura effectivement un ministère de la santé que l'on réserve à des techniciens et dont on exclut les politiques parce que vraisemblablement on est encore un peu terrorisé par l'affaire du sang contaminé et qu'on se dit qu'un professeur de médecine à la tête de Ségur, c'est quand même plus rassurant que d'avoir un pur produit politique, je pense qu'on commet une erreur monumentale. Moi, je suis intimement persuadé que, compte tenu de la crise, et même sans la crise de la Covid-19, la santé sera vraisemblablement un sujet majeur de la prochaine élection présidentielle. Et j'espère que celui ou celle qui sera notre prochain président de la République, eh bien, le prendra en considération et donnera à la santé la place qui doit être la sienne. Parce que ce qui tue pour partie notre système de santé, c'est qu'elle est administrée par les mêmes depuis 25 ans, qui se baladent d'un poste à l'autre, d'une fonction à l'autre à l'intérieur de l'administration du ministère de la Santé, et que c'est ça aussi qui empêche qu'on réfléchisse et qui empêche qu'on innove. J'aime beaucoup dans ce que vous avez présenté tout ce qui va dans le sens de la décentralisation. Effectivement, décentraliser les gouvernances, les rapprocher du terrain, favoriser chaque fois que c'est possible un climat de confiance, l'idée d'une contractualisation entre l'administration et les professionnels de santé à l'intérieur des hôpitaux pour qu'à un moment donné, les projets soient partagés, qu'ils soient communs, qu'ils soient contractualisés et qu'ils fassent l'objet d'un consensus aussi large que possible, me paraît être une excellente idée. Je pense même que sur la décentralisation et la gouvernance décentralisée, on pourrait aller plus loin. On a vu dans le cadre de la Covid que les régions, les départements, les régions peut-être pour le sanitaire et les départements pour le médico-social, sont tout à fait disposés à participer, y compris financièrement. Et donc, on pourrait imaginer, on a déjà des contrats de plan État-région, il y a possibilité à l'intérieur de ces enveloppes d'avoir un volet médical ou sanitaire. Peut-être qu'on pourrait créer des contrats de plan État-région qui prendrait totalement en compte la dimension sanitaire et la dimension médico-sociale, qui permettrait d'associer les collectivités locales, régions, départements et le bloc communal dans le financement de nos établissements, notamment au travers de leurs investissements pour l'achat de matériel important, pour l'agrandissement des bâtiments, pour la rénovation des locaux. Ce sont des sources de financement dont l'État aurait tort de se priver à un moment où les déficits de l'assurance maladie font que, en cette année 2020, toutes les vannes ont été ouvertes, mais compte tenu du niveau d'endettement qui va être celui de l'assurance maladie à partir de l'année prochaine, on sait que pendant au moins 20 ans, il n'y aura pas un sou de disponible pour quoi que ce soit dans notre système de santé. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, parce qu'à mon avis, vous avez là aussi raison de le souligner, il apparaît à plusieurs endroits dans vos propositions, c'est le terme de confiance. Moi, je crois que dans un État mature, on doit passer de la loi au contrat, on doit passer de l'injonction à la contractualisation, et que tout ça ne peut se faire que dans un climat de confiance. Or, on a aujourd'hui une organisation de notre système de santé qui ne prend pas du tout en considération la confiance. On est dans une défiance permanente où les autorités de l'État passent leur temps à aller contrôler, inspecter ce qui est fait sur le terrain. Moi, je ne suis pas une fois encore professionnel de santé, mais ce que je vois quand je vais dans les hôpitaux, c'est des professionnels de santé, toutes catégories et toutes professions confondues, qui sont extrêmement investis dans leurs fonctions, qui ont une vraie passion pour leur boulot, et une passion qui les fait d'ailleurs aller bien au-delà de ce que parfois il est acceptable d'imposer à des gens qui sont salariés, et qui font qu'on a là une richesse qu'on ne sait pas exploiter suffisamment. Le mot exploiter étant d'ailleurs peut-être impropre en l'occurrence, mais on a là en tout cas un vivier de gens qui ont une foi dans leur métier, une
passion, sans doute des idées, une créativité qu'on ne sait pas exploiter suffisamment parce que l'État ne sait que contrôler et enjoindre quand il devrait faire confiance et donner la possibilité de développer des projets depuis le terrain. Et puis le dernier point sur lequel je veux insister, il n'apparaît pas dans votre étude, mais je sais qu'il est sous-jacent dans un certain nombre de vos réflexions, c'est celui du financement de notre système de santé. On a, et on l'a constaté au moment du vote en première lecture à l'Assemblée du PLFSS pour 2021, les ressources de la santé, c'est-à-dire les cotisations sociales et l'impôt via la CSG et la CRDS, ne financent aujourd'hui que 76% des dépenses de santé. Ça veut dire qu'il y a 24% que l'on finance par la dette et par des programmes d'économie qui ont fini par tuer une partie du système de santé. Donc il est à mes yeux urgent de mettre en parallèle d'une loi de programmation en santé. Vous voyez, j'ai pondu la même loi de programmation, elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis septembre dernier. Moi aussi, je pense qu'une loi de programmation est nécessaire, mais elle doit s'accompagner d'une réforme de notre système de financement de la santé. Il faut aujourd'hui tout mettre à plat et il faut dire ce que l'on veut faire. Il faut dire si on veut maintenir le régime de 1945 ou comme le fait le gouvernement actuel, mais ses prédécesseurs sans doute aussi le font sans le dire, on privatise une partie de notre système de santé en déléguant régulièrement aux caisses complémentaires santé ou aux mutuelles un certain nombre de dépenses d'assurance maladie, les 500 millions d'euros sur le zéro reste à charge par exemple, ou le 1,5 milliard qu'on leur ponctionne cette année pour participer au financement de la crise. Donc, il est urgent à mes yeux qu'on sorte de la loi de financement de la sécurité sociale, au moins pour la partie santé, que comme l'évoquait le président Frédéric Bizard tout à l'heure, on traite la santé comme on a su traiter d'autres sujets régaliens, la défense, l'éducation nationale, la justice, qu'on inclut la santé dans le budget de l'État pour une période maximum de 5 ans et que pendant ce temps-là, on sollicite la solidarité des autres politiques publiques pour remettre notre système à flot. Et ce délai de 5 ans doit nous permettre de réfléchir aussi à ce que devront être de nouvelles sources de financement pour notre système de santé, parce qu'avec 49 milliards d'euros de déficit cette année, avec un rétablissement des comptes de la CADES qui est repoussé à des calendes grecques dont on ne voit même plus le terme à ce jour, on ne pourra pas imaginer, refondre, repenser, réorganiser sur la base de propositions intelligentes comme vous l'avez fait, un système qui n'a plus un sous-vaillant et dont le seul objectif depuis 25 ans, c'est de rentrer dans un entonnoir budgétaire qui aura fini par le tuer. Voilà, merci de votre attention en espérant ne pas avoir été trop long. Alors, merci pour votre vision, Jean-Carl Grelier, et pour vos mots d'encouragement, sachant que nous, notre objectif est en passe d'être réalisé, c'est-à-dire de construire une base consensuelle de réforme, mais l'objectif final, c'est qu'en effet, les prochaines échéances soient une échéance électorale où la santé, ce n'est pas parce qu'on le souhaite, parce que les gens sont concernés par professionnels de santé, c'est absolument indispensable que la santé soit un des sujets majeurs, à la fois pendant la campagne présidentielle et dans les réformes du prochain quinquennat. Monsieur Cyril Isaac-Sibi, s'il vous plaît, merci. Bonjour à tous, merci à vous. D'abord, merci effectivement pour ce travail qui est très intéressant, qui est passionnant, qui permet effectivement de réfléchir et d'avoir une vision qui soit sinon à long terme, à moyen terme. Moi, j'aimerais revenir, effectivement, on a parlé beaucoup de santé, moi j'aimerais de soins. Moi, j'aimerais parler effectivement de santé, comme vous le disiez. Les soins, entre guillemets, sont individuels. La santé et la santé publique, pour moi, effectivement, est populationnelle. Moi, pour définir une politique de santé un peu globale, ce qu'il faut d'abord, c'est connaître l'état de la population. Et grosso modo, je pense qu'on la connaît très mal, que ça soit au niveau national ou que ça soit au niveau territorial. C'est pour ça que, pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel avant de bâtir toute politique, c'est connaître l'état de la santé, et ça passe effectivement par les data. Ça passe effectivement par le développement des systèmes d'information, ça passe effectivement par le DMP, ça passe par le Health Data Hub, et il y a des pas qui sont faits, qu'on a voté récemment, et notamment l'effort de 2 milliards d'investissement vis-à-vis des data, vis-à-vis effectivement de la connaissance de l'état de la population, je dis qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit populationnelle, pour moi, c'est fondamental. L'intérêt, effectivement, c'est cette connaissance. Après, elle peut être déclinée, elle peut être au niveau national, et après, elle peut être déclinée en fonction des territoires. Et on sait, comme a dit le Dr Prudhomme, effectivement, il y a des grandes différences territoriales.
Ça, c'est la première chose. Donc, premièrement, connaître l'état de la population via les systèmes d'information. Et quelque part, là, en 18 mois, je pense qu'on va faire on va faire un bond. En tout cas, je l'espère. Deuxième chose, estimant par rapport à l'état de santé, il faut avoir des indicateurs et se mettre d'accord sur des indicateurs de santé, que ce soit au niveau national, au niveau territorial. Et ça, c'est un travail à faire. Concernant la gouvernance, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, la santé, à mon avis, alors c'est intéressant dans le sens où il n'y a pas longtemps, j'étais ministère de la Santé, j'ai traîné un petit peu, on me faisait attendre, et j'ai vu effectivement que depuis le départ, le ministère, c'était un ministère de santé publique. Effectivement, le ministère de santé publique, c'est devenu le ministère de la Santé. Et je pense effectivement qu'il faut revenir à quelque chose de santé publique, et pour ça, pour moi, ça peut être qu'interministériel. Dans le sens où, lorsqu'on parle de santé, ça concerne bien évidemment les soins, donc l'assurance maladie et plutôt la santé. Ça concerne effectivement aussi tout ce qui est environnement. La prévention environnementale, c'est l'alimentation, c'est le sport, c'est l'éducation. Donc pour moi, la santé publique ne peut être qu'interministérielle. Alors au niveau des acteurs, bien évidemment, il y a les professionnels de santé, et vous l'avez très bien décliné, grosso modo, dans tous leurs sens. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et moi j'insiste, c'est le travail que je fais depuis 3 ans au niveau de l'Assemblée nationale, c'est tous les médecines de prévention, que ce soit effectivement la PMI, la médecine scolaire, la médecine du travail, qui ont un rôle important à jouer. Et puis, ça va bien aussi au-delà, lorsqu'on parle de santé et de santé publique, ça doit toucher l'ensemble des acteurs, et ça va aussi bien du professeur que de l'animateur, que de l'éducateur sportif. Et donc, il faut prendre ça, à mon avis, dans sa globalité, la globalité de l'enfant, et après la globalité de l'adulte, et puis après du retraité. Alors, il y a des choses qui vont dans le bon sens, et notamment lorsque vous parlez de territoire, c'est les CPTS. Les CPTS, c'est effectivement l'organisation d'une médecine de ville via des territoires. Et donc, grosso modo, lors des dernières lois, on a poussé cette organisation territoriale de la médecine de ville au niveau des territoires, c'est les CPTS. Il y a des choses qui, je suis d'accord un petit peu avec vous, qui sont un petit peu à contresens, c'est les GHT, ou entre guillemets, quelque part, si on parle territoire, ça va un petit peu au contresens par rapport au GHT, par rapport à la gouvernance des GHT. Il y a quelque chose qui est très important aussi pour moi, c'est le lien entre l'hospitalisation publique et privée. On voit bien que dans la crise qu'on vient de vivre, il faut vraiment effectivement faire un lien entre tout ça. Et donc, c'est pour ça que je vous rejoins assez sur des espèces de conférences territoriales de santé qui réunissent l'ensemble des acteurs. Hôpital public, privé, médecine de ville, et je vous dis l'ensemble des acteurs qui participent à la santé. Au niveau du financement, c'est vrai, et on peut le regretter. Hein. Moi, j'avais fait tout un travail pour avoir ce qu'on appelle des jaunes et des oranges budgétaires qui concernent la santé publique, dans le sens où on ne sait même pas actuellement ce qu'on dépense. Et là, le Bercy est en train de faire un travail grâce aux amendements qu'on a portés pour savoir actuellement qu'est-ce qu'on dépense au niveau santé publique et dans l'ensemble des ministères, au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités territoriales et au niveau de l'ensemble des acteurs. Pour le monde ne le connaît pas. Et donc là, il y a tout un travail à faire pour savoir effectivement qu'est-ce qui est dépensé. Moi, j'ai soutenu lors du dernier PLFSS le fait comme vous le dites, Simon, qu'on rassemble l'ensemble des financements au moins de l'État dans le sixième sous-objectif. Hein, pour le moment, c'est autres charges de santé, alors que c'est là effectivement où se concentraient beaucoup les dépenses de santé publique. Je suis d'accord aussi avec vous par rapport à la rémunération au parcours, notamment pour les prises en charge à 100%. Alors, effectivement, il y a tout un dossier qui était le dossier qu'avait fait Jean-Marc Aubert. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais c'est quelque chose qui est un petit peu enterré. Effectivement, quelque part, il faut le remettre. Pour le moment, on en parle moins. Donc, merci pour ce consensus. Moi, je ne crois pas au grand soir. Par contre, je crois qu'effectivement, c'est des pas à pas. L'informatique, je vous dis, les datas, c'est quelque chose qu'on va déployer dans les 18 mois et pour moi qui est essentiel dans le sens où on connaîtra mieux l'état de santé de la population. Les CPTS, ça va effectivement plutôt dans le bon sens, dans le sens où c'est territorial, mais malheureusement, ça concerne que la médecine de ville. Concernant l'accès aux soins, je ne sais pas si vous savez, mais donc il y a une PPL qui a été présentée, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui est dans la navette parlementaire, malheureusement, qui n'a pas été prise par le Sénat, mais elle va revenir à l'Assemblée, qui permet effectivement les PACIS et les points d'accueil pour soins immédiats. C'est un petit peu ce que vous disiez, ça, effectivement, il faut le pousser, et j'espère bien effectivement qu'on aura l'occasion, d'ici la fin de la législature,
de faire en sorte que ces points d'accueil pour soins immédiats puissent passer. Et c'est vrai qu'on est actuellement dans une loi qui va arriver, une PPL qui va arriver au mois de décembre concernant la gouvernance des GHT. Comme vous, effectivement, je m'interroge un petit peu dans le sens où je serais plutôt effectivement pour une prise en charge territoriale et pas une prise en charge centralisée, une gouvernance centralisée des GHT. Merci à vous et puis j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Je dis avancer pas à pas, mais je pense qu'on est plutôt dans la bonne direction. Merci bien. Comptez sur nous. Merci, monsieur Edaki. Boris Vallaud pour le Parti socialiste. Merci en tout cas pour ce travail considérable qui a été accompli. D'abord, un mot sur la méthode. La conférence de consensus me paraît être une très bonne méthode. Et puis le retour que vous faites aux élus de la nation qui peuvent avoir à en débattre me paraît tout à fait utile, en particulier dans le moment où on entend de plus en plus revendiquer une forme d'acte 2 du Ségur de la santé pour des réformes qui soient des réformes en profondeur et des réformes structurelles. Sur le fond de vos propositions, il y a évidemment beaucoup d'aspects, et on l'a entendu dans les prises de parole, qui sont des aspects consensuels. Et c'est le cas aussi s'agissant du travail que nous conduisons au Parti socialiste et dont je pourrais d'ailleurs vous rendre destinataire. On est évidemment favorable à la transformation globale des 3 secteurs que vous proposez pour mettre de la cohérence dans l'action. Ça paraît évidemment tout à fait nécessaire. Le parti pris de prendre d'abord en considération les besoins en santé plutôt que d'offres de soins me paraît aussi tout à fait majeur comme point. Et en effet, la crise sanitaire, le docteur Prudhomme l'a dit, a révélé des inégalités de santé absolument considérables, des inégalités non seulement de besoins, mais d'offres tout à fait saisissants. On partage aussi, quand on est dans une grande logique transformatrice, la nécessité d'une concertation et d'une mobilisation coordonnée de tous les acteurs professionnels et institutionnels. Et si vous ne l'avez pas fait, je pense que ce sera utile que vous puissiez avoir des liens avec les élus locaux. Je pense en particulier aux maires qui sont dans les conseils d'administration des hôpitaux et les présidents de conseils départementaux pour tout l'aspect médico-social, donc la gouvernance territoriale, la réforme de la gouvernance hospitalière, la notion de délégation de services publics, expérimentation locale, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons tout à fait nous retrouver. L'idée du repositionnement de l'hôpital à partir d'un renforcement de la responsabilité des médecins de ville, oui, et je partage avec vous l'idée que jusqu'à présent, et ça a été l'une de nos difficultés, les difficultés de l'hôpital, c'est que le tournant ambulatoire est resté une incantation. Mais je crois qu'il faudrait peut-être, mais l'avez-vous fait dans le document plus complet, préciser ce que doit être, selon vous, le niveau de service hospitalier rendu dans la proximité. Qu'est-ce qu'il y a néanmoins comme niveau de service dans les hôpitaux de proximité? Ça me paraît être quand même un des éléments majeurs de la transformation du système de santé. Je crois qu'il faut, vous l'avez évoqué un peu, vous avez parlé des déserts médicaux, être bien clair sur la question de la démographie médicale, du nombre d'actes par médecin généraliste qui, j'allais dire, change avec les générations. Moi, je suis élu d'un territoire très rural où j'ai des vieux médecins qui font 7000 actes par an et qui cherchent 2 remplaçants qui ne veulent faire que 3500 actes par an pour les remplacer. Donc on est dans une vraie difficulté. Je crois qu'il va falloir être clair sur la permanence des soins ambulatoires comme vous l'avez été, sur la permanence des soins notamment en nuit profonde, qui me paraît être un sujet qui n'a jamais été véritablement réglé. Il me semble qu'il faut poser la question de façon assez différente dans les zones surdotées en médecins et les zones sous-dotées. Et la question de la liberté d'installation ou des aménagements de la liberté d'installation ne me paraît pas de pouvoir être l'objet d'une esquive. Pour ce qui nous concerne, nous avons parlé de conventionnement sélectif pour l'installation des médecins, parce que, qu'on le veuille ou non, l'hôpital restera totalement pivot s'il n'y a pas de médecine de ville. Et renvoyé aujourd'hui vers la médecine de ville, il y a des territoires dans lesquels ça n'est absolument pas possible. L'approche santé publique, évidemment, je la partage très largement. La question de la prévention, redéfinition des politiques de prévention
est nécessaire. Mais là aussi, on parle régulièrement de santé publique, régulièrement de politique de prévention, d'éducation à la santé. Ça fonctionne très bien dans les programmes électoraux. Mais ensuite, il faut rentrer dans le dur sur les objectifs nationaux que l'on s'assigne en matière de santé au travail, en matière de qualité de l'air, en matière de politique vaccinale. Il va falloir aussi prendre un champ assez large. Que se passe-t-il s'agissant de la médecine du travail ou de la médecine scolaire, qui sont quand même deux éléments de levier qui me paraissent fondamentaux et dont on sait aussi qu'ils sont dans une très grande souffrance, très grande difficulté. Sur le changement des régulations pour promouvoir une régulation qui soit proche du terrain en partenariat avec les professionnels et les élus locaux. J'y souscris, mais il faudra, je pense, régler finement la façon dont s'articule le niveau national, le niveau régional et le niveau local. Et là, évidemment, c'est une question importante. Elle pose celle de l'égalité d'accès aux soins. De la même manière, je ne suis pas certain que vous soyez allé au bout de votre réflexion sur le partage entre ce qui relèverait de l'ARS et ce qui relèverait de la CPAM. Et je me pose la question de savoir si scinder la régulation entre la santé publique et les soins, c'est pas rester au milieu du gué. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un pas supplémentaire à franchir, peut-être dans une action beaucoup plus coordonnée, et peut-être une fusion entre ARS et assurance maladie pour pas, j'allais dire, rester dans une forme de nostalgie où la CPAM était très puissante. Sur les quelques remarques complémentaires, moi j'attirais l'attention sur... Alors je partage la question de formation, de l'universitarisation de la médecine de ville, 100% d'accord. Moi j'ajouterais à la réflexion la question du reste à charge zéro. J'ajouterais peut-être dans la réflexion, parce que je n'ai pas vu, le positionnement des SDIS et la coordination entre le 15 et le 18 est un sujet qui, dans un certain nombre de départements, demeure un sujet de préoccupation. Je pense qu'il faut aussi mettre la question de la réforme de l'ONDAM aussi comme un des déterminants qui nous redonne la vue sur notre politique de santé et sur notre politique de santé publique. Aujourd'hui, pour le parlementaire que je suis bien incapable de vous dire ce qu'il y a derrière l'ONDAM, qui est un outil de pilotage budgétaire, mais qui n'est pas un outil de politique de santé publique. Je ne sais pas ce qu'il advient de l'offre de soins, je ne sais pas quelle est la charge de travail par personnel, je ne sais pas quel est le niveau d'investissement. En fait, bref, on n'en sait rien, je ne sais pas quel est le niveau de la recherche sur un certain nombre de sujets, de la recherche clinique, ou alors il faut les chercher, et c'est très compliqué, donc ça me paraît important. Sur le financement, il y aura évidemment un débat à avoir, mais je suis assez séduit sur ce que vous dites sur les complémentaires santé. Sur la réforme de la tarification, là aussi, je pense qu'il est toujours utile de garder en mémoire les reproches que l'on formulait à la dotation globale, notamment le poids politique du président du conseil d'administration dans le niveau de la dotation. Je pense qu'il faut aussi, et c'est la réflexion que moi j'ai faite dans l'expérimentation qui est lancée sur, j'allais dire, une tarification qui soit pour partie T2A, pour partie de dotation socle, dans le PLFSS pour 2021. Je vois bien ce que ça donne la première année, peut-être la deuxième année, c'est-à-dire que les établissements qui auront une augmentation de leur activité vont choisir la T2A, ceux qui auront une baisse de leur activité vont choisir la dotation globale. Première année, c'est assez clair. Comment va être indexée la dotation globale dans les années qui suivent? Comment va être tarifée l'activité dans les années qui suivent? Je n'en sais rien. Donc, il y a évidemment un certain nombre de choses à préciser. De la même manière, la dotation populationnelle me paraît tout à fait importante. J'y ajoute, et je ne pense pas que je serai contredit par ceux qui habitent dans des territoires où il y a de grandes difficultés sociales, il faut qu'il y ait aussi des critères sociaux dans la tarification et dans les dotations. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire. Évidemment, je lirai avec intérêt la version longue de votre travail, qui est déjà considérable, qui est une bonne base de travail pluraliste,
et qui évidemment révélera dans ces détails sans doute des divergences entre nous. J'entendais mon collègue qui disait de sortir du budget de la sécurité sociale la partie santé et pour la mettre dans le budget de l'État. Ce n'est pas forcément, là, de mon point de vue, un point de convergence entre nous. Merci infiniment pour cette vision très complète. Notre objectif étant en effet d'avoir une base consensuelle que chacun après s'approprie et oriente dans la direction de son choix. Jean-Marie Vanderenberg. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Bizard. Merci et bonjour à tous. Comme beaucoup, je veux saluer le travail remarquable de réflexion que vous avez engagé avec votre institut. Je pense que sur beaucoup de points, je l'ai entendu d'ailleurs de la part de beaucoup de mes collègues, nous sommes en phase avec vous. Il faut plus de décentralisation dans le système et je dirais que la crise du Covid vient de le démontrer à l'envi. Je pense aussi, et il faut insister peut-être beaucoup plus sur la participation des élus. On a effectivement des comités territoriaux professionnels, mais je crois important que les élus soient associés, parce que c'est une porte d'entrée importante sur le territoire qu'on ne peut pas négliger. Je vois chez moi, à Reims, on a fait une enquête de besoins, non pas seulement sur la santé, mais sur l'ensemble des besoins sociaux, et je crois que c'est excellent pour pouvoir ensuite répondre à ces besoins. J'ai noté aussi que sur l'organisation et le financement des soins, vous preniez évidemment un virage assez important sur le parcours des soins, le financement des ALD, la prévention, et je crois qu'il faut le saluer. Par contre, je n'ai pas vu grand-chose. Vous parlez d'un financeur unique, et en prenant l'exemple de l'Alsace-Moselle, je souscris tout à fait à cette vision. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, même si le reste à charge pour les patients reste faible, de l'ordre de 7-8%, il n'en demeure pas moins qu'il y a une complexité dans le financement, mais subsiste quand même une série de questions. Quelles sont les ressources? Vous parlez de cotisation, vous parlez d'un système d'assurance santé. Je crois que tout à l'heure, mon prédécesseur Boris Vallaud parlait de l'ONDAM. Je veux dire, oui, on ne comprend pas bien aujourd'hui peut-être comment le système fonctionne au niveau à l'interne de l'assurance maladie, mais on sait effectivement quels sont les tuyaux qui alimentent l'assurance maladie. Et là, je crois qu'il y a quand même dans votre dossier une petite faiblesse que je vous invite vivement à corriger. Je n'ai pas vu grand-chose non plus, même si on parle effectivement de permanence des soins, de pertinence aussi, des soins redondants et inutiles. Dieu sait s'il y en a. 25% si on prend effectivement les estimations des uns et des autres que personne ne remet en cause. Et donc, il y a là effectivement un abus qui peut trouver ses sources effectivement dans la complexité du système qui est en place actuellement, mais qui me paraît absolument indispensable de revoir. Les fraudes aussi bien en prestations, c'est vrai en assurance maladie, comme ça l'est effectivement dans les autres secteurs, évidemment, comme les allocations, les prestations familiales et la vieillesse. Bref, je voudrais, pour conclure et ne pas être long, saluer que vous ayez bien intégré le patient au cœur du système de santé. Je crois que ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a un système qui est beaucoup trop hospitalo-centré, tout le monde le dit. Je pense que ce que vous proposez est un système beaucoup plus équilibré et qui me convient à moi parfaitement. Vous insistez aussi beaucoup, et je le salue, sur la formation. Je crois que c'est vrai pour l'ensemble du système de santé aujourd'hui, il est vieillissant. Je crois qu'il faut vraiment remettre à plat et revoir le système de formation. Je ne vais pas en dire plus. Vous savez ô combien, effectivement, il y a une forme
de sclérose qui s'est installée progressivement dans le système de formation médicale. Et je salue la belle idée que vous avez de faire de la France un acteur de santé au niveau européen. C'est une belle idée. C'est une belle idée, mais alors, c'est bien de vouloir inscrire la santé en termes de politique au sein de l'Europe, mais il y aura beaucoup de difficultés parce que tout le monde n'est effectivement pas aujourd'hui sur la même ligne. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. On le voit à travers, effectivement, par exemple, aujourd'hui, la recherche du vaccin pour le Covid, ou combien il est nécessaire d'être puissant, d'être organisé pour pouvoir répondre effectivement aux besoins qui ne manqueront pas d'être, je dirais, nécessaires à l'avenir. Voilà, merci beaucoup, M. Bizarre. Merci beaucoup à vous, M. Van der Hoenberg. On avait dit que ça allait jusqu'à 10 heures. Peut-être Mme Vidal, que j'ai aperçue si elle est toujours là, oui. C'est l'REM. Et après, nous conclurons. Nous écoutons Mme. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi saluer la qualité des travaux et puis vous remercier de nous communiquer, de nous partager ces travaux qui présentent un grand intérêt, tant les enjeux de notre système de santé sont aujourd'hui importants. Force est de constater que notre système de santé est à bout de souffle et qu'il a besoin d'une refondation, d'une refonte profonde à une échéance qui ne devra pas être trop longue parce qu'on a des professionnels qui sont épuisés et une population à qui malheureusement on n'apporte pas toujours toutes les solutions nécessaires. Moi, j'ai trouvé très intéressant la partie approche parcours. Je crois beaucoup dans la prise en charge des patients à cette approche parcours plus globale qui nécessitera bien évidemment une réflexion importante sur la tarification de cette approche au parcours. On a déjà quelques expérimentations qui sont en cours mais qui méritent d'être consolidées et l'idée du patient pilote de son parcours me semble être quelque chose d'extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, on n'entend pas assez ce que le patient peut avoir à dire et de sa pathologie et de sa prise en charge. Donc là, il y a, je crois, vraiment quelque chose à développer de très, très intéressant. Je suis également tout à fait favorable à vos propositions sur le renforcement de l'approche territoire. Nous avons pu constater pendant la crise, la première vague du Covid-19, qu'il y avait eu dans certaines régions de belles synergies qui s'étaient mises en place entre les ARS, les départements, les régions et l'État. Alors, je pense que ça est à consolider, y compris avec aussi la notion de collectivité territoriale quand on a des zones rurales et on a là encore à solliciter les acteurs plus de proximité. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent aller dans un sens intéressant pour refonder notre système de santé. Vous avez aussi évoqué la question de la permanence des soins. Et c'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'on a vraiment un déficit de ces permanences des soins. Quand on se veut avoir une approche populationnelle et que le vendredi, à partir de 18 h, il y a toute une frange de la population qui n'a pas d'autre solution que d'aller aux urgences ou de ne pas se soigner, il y a un vrai sujet. À la fois, on engorge nos hôpitaux et à la fois, on sait qu'on a du renoncement aux soins. Donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilisation de l'ensemble du corps médical par rapport à cette permanence des soins. Et si jusqu'alors, nous n'avons pas voulu aller vers des demandes un peu coercitives, on va peut-être devoir prendre un virage plus ferme si on veut avoir une permanence de soins digne de ce nom. Et je vais être brève parce que beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais quand même évoquer un point qui, pour le moment, pour moi, est un point de réserve. Je dis bien pour le moment, puisque je crois qu'il y a une réflexion à maturer sur ce sujet. C'est ce que vous avez évoqué en ce qui concerne une loi de programmation pluriannuelle.
avec, à mon sens, ce système aurait eu une incidence non négligeable sur ce qui est aujourd'hui un objectif national de dépenses de l'assurance maladie, c'est-à-dire une ouverture de droits. Moi, j'ai des réserves sur cette loi de programmation parce que je crains que nous entrions dans une enveloppe fermée qui, en fonction des aléas sanitaires, pourrait être très contraignante et trop austère. Cela dit, je ne suis pas opposée à la réflexion. Sans doute que sur ce qui est posé aujourd'hui n'est pas suffisant et il y a des champs à élargir. En tout cas, je suis réservée pour le moment. Et à titre personnel, je suis personnellement très attachée à l'autonomie de la loi de finances de la sécurité sociale, encore une fois parce que c'est une ouverture, c'est une philosophie d'ouverture de droit qui est née de 1945, et donc l'intégration d'un budget de la santé dans le budget de l'État n'est pas sans conséquence, et pour l'heure, la réflexion en ce qui me concerne n'est pas mûre, et je reste réservée sur ce point, mais très intéressée par l'évolution que pourrait prendre ce type de réflexion. Et je pense que, quoi qu'il en soit, si les choses devaient aller dans ce sens-là, il faudrait bien évidemment des mesures d'impact extrêmement fines et extrêmement précises pour pouvoir mesurer les conséquences de telles décisions. Enfin, sur un certain nombre de sujets de mesures non financières évoquées lors du Ségur, notre groupe a déposé une proposition de loi pour un certain nombre d'améliorations, de simplifications. Et donc, nous allons avoir une proposition de loi discutée fin novembre à l'Assemblée qui abordera quelques points sur la gouvernance des établissements publics de santé, sur le code des organismes de la mutualité, sur la possibilité d'une création de professions médicales intermédiaires pour pouvoir justement renforcer l'offre de soins, et puis enfin sur l'attractivité des praticiens hospitaliers. Donc ce n'est pas bien évidemment la grande réforme du système de santé que nous appelons tous de nos voeux, mais nous allons malgré tout décliner sur la voie législative un certain nombre de conclusions du Ségur de la santé. Merci. Voilà en quelques mots ce que je pourrais avoir à vous dire, et encore vous remercier de ces travaux qui sont d'un grand intérêt. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Mme Vidal, pour cette vision très claire. Mais il est temps de conclure, donc on va vous transmettre donc, le document à tous. L'Institut Santé va continuer son travail de recherche de consensus, d'enrichissement de ce programme pour produire début 2021 donc un programme de refonte, de se proposer ce nouveau modèle de santé sur une base la plus large, mais consensuelle, mais aussi répondant bien aux défis des décennies à venir. Nous vous ferons parvenir évidemment ce livre, mais encore une fois, ce sera mon mot final, cette initiative aura réussi que si véritablement les prochaines échéances soient l'objet d'un débat démocratique le plus riche possible sur ce sujet et fassent l'objet lors du prochain quinquennat d'une grande loi de refonte de notre système de santé. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.